Bonjour Alexandre, tu m'entends? Bon, on t'entend pas, ton micro est fermé. C'est normal parce que je ne l'avais pas activé. Je voulais juste te faire peur un peu. Bonjour tout le monde. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir. Mon nom est Sonia Lefebvre. Je suis professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et mon collègue Alexandre Garot, qui est également professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est en direct du Québec. Et nous vous présentons aujourd'hui une communication, oui, ça paraît, qui s'intitule de pratique technopédagogique d'enseignants canadiens francophones du primaire en contexte de sciences, des sciences et de technologie. Voilà, la communication est issue des travaux de la thèse doctorale d'Alexandre. Alors, on vous présente une portion de ces résultats. Il y avait beaucoup de résultats, mais on a décidé de faire des choix et de présenter là, un extrait de sa thèse de doctorat. Voilà. Donc, pour vous situer, le Québec est situé au Canada. Évidemment, dans l'Est du Canada, le Québec est une province majoritairement francophone, une des seules majoritairement francophones. Alors, vous comprendrez qu'on a des influences qui sont très grandes qui viennent des États-Unis, puisque ce sont nos voisins immédiats, pour tout ce qui est de la culture anglophone, mais également, le Québec est très influencé par tout ce qui se passe en Europe et en France, notamment. Alors, on est vraiment un amalgame là, de ces deux influences. La présentation, maintenant, comme on l'a dit tantôt, hein, ça respecte le plan traditionnel des présentations. On va aborder brièvement la problématique, cadre de référence, choix méthodologique, résultats, discussion et conclusion. Alexandre, je te laisse la parole pour la problématique. Oui. Certainement, ça va me faire plaisir. Donc, je commence avec la problématique, en effet. Donc, il faut comprendre que depuis plusieurs années déjà, là, on exprime l'importance de la formation scientifique et technologique, dans le sens qu'on souhaite que les citoyens de demain soient aptes à participer aux débats scientifiques et technologiques qui vont émerger devant eux. Or, ce qu'on constate dans les milieux d'enseignement, finalement, c'est que l'enseignement des sciences et technologies au primaire est dans un statut précaire, c'est-à-dire que c'est souvent une des matières scolaires qui va être délaissée au profit d'autres matières scolaires comme les mathématiques ou le français. On peut changer, Sonia. Ouais, pas de trouble. Puis il y a un petit moment quand ça change, donc... Okay. Donc, parallèlement, dans les écrits, ce qu'on explique, c'est que pour pallier à ces situations-là plus précaires, il y a certaines pratiques qui peuvent amener des changements positifs dans les façons d'un côté d'apprendre et de l'autre côté d'enseigner. Puis une de ces pistes-là, c'est justement l'usage des outils numériques. Et suivant plusieurs écrits, plusieurs études scientifiques, nous, ce qu'on propose justement, c'est d'aller voir du côté de l'exploitation du potentiel des outils numériques pour justement pallier à la situation du statut précaire de l'enseignement des sciences et technologies au primaire. On peut passer à l'autre, Sonia. Oui, je veux juste préciser que quand on parle du primaire chez nous, là, c'est-à-dire que ça concerne des enfants, par exemple, de 6 à 12 ans. Alors, la formation scientifique, elle est très précaire dans les écoles pour ces enfants. OK. Pour le cadre de référence, il y a quelques concepts importants, je pense, qui est nécessaire là, de bien placer dans cette présentation, notamment le concept de science. Les sciences, ça fait référence aux disciplines, pensons à la chimie, physique, l'écologie, la biologie, l'astronomie, la technologie. Technologie, ici, j'attire votre attention sur le fait que c'est au singulier. Alors, quand on parle de la technologie au singulier, on va parler de la technologie de l'ingénierie, par exemple, de la mécanique, l'architecture. Okay? C'est très différent des technologies au pluriel qui, là, font référence aux outils numériques et à tous les dispositifs numériques qui existent. Ça, c'est une confusion et c'est une erreur qu'on voit souvent, notamment en formation initiale auprès des étudiants. On confond souvent
technologie au singulier, technologie au pluriel. Donc, c'est important de rappeler cette distinction-là qui existe entre les deux concepts qui sont très différents l'un de l'autre. Un deuxième concept qui est important de définir pour bien vous situer, ce sont les outils numériques. Au Québec, on a un document ministériel qui définit ce que sont les outils numériques. Donc, ce sont des outils qui servent, qui ont une fonction particulière, par exemple pour résoudre des problèmes, pour la création de produits, pour la communication, bon, etc. Et le document ministériel en question précise les outils numériques en 3 formats, selon 3 catégories. On a des outils disciplinaires, des outils pédagogiques et des outils technologiques. Et alors, on a mis ici quelques exemples là, pour bien vous situer. Le concept le plus central de la thèse ici, c'est le modèle TPACK. Peut-être que vous avez assisté à la présentation de Rodika, je crois, précédemment dans le colloque où elle a parlé du TPACK. Bien, ici, c'est au cœur de la thèse d'Alexandre, le TPACK, puisqu'il présente quels sont les savoirs qu'un bon enseignant devrait mobiliser en ce qui a trait au numérique. Ce modèle-là s'appuie sur les travaux de Schulman, qui, à la base, disait qu'un bon enseignant tout bon enseignant devait mobiliser des connaissances pédagogiques et des connaissances didactiques. Maintenant, dans un contexte numérique, Koller et Mishra ont ajouté le sous-ensemble des connaissances technologiques. Alors, tout bon enseignant qui exploite les outils numériques dans sa classe, qu'on soit au primaire, secondaire ou collégial, même dans un contexte universitaire, dans un contexte de formation à distance, c'est important qu'on se situe et qu'on réfléchisse aux connaissances qu'on déploie sur le plan technologique, pédagogique et disciplinaire et d'essayer de tendre le plus possible vers l'intersection de ces 3 ensembles-là. Si vous remarquez, il y a un pointillé tout autour du modèle, puisque Koller et Mishra, dans leur version de 2009, disent que toutes ces connaissances-là, technologiques, pédagogiques et de contenu disciplinaire, s'inscrivent dans un contexte. Ça va, c'est très intéressant, mais ne nous définissent pas ce qu'est le contexte, ne précisent pas dans leur article ce qu'est le contexte. Alors, pour ce faire, on est allé consulter les travaux de Chai et al. De 2013 qui, eux, précisent un peu plus ce que pourrait être le contexte. Et là, on parle de facteurs culturels, institutionnels, des facteurs intrapersonnels à l'enseignant. Vous comprendrez vous avez compris que le modèle s'applique à l'enseignant, puisque c'est lui qui doit mobiliser ses connaissances. Alors, évidemment que toutes ces caractéristiques personnelles qu'il est, son sentiment d'efficacité, par exemple, avec le numérique, peut avoir une incidence sur la façon dont il va mobiliser les différents types de connaissances prévus dans le modèle. Bon, on a aussi des éléments physiques, techniques, par exemple, le nombre d'appareils dont on dispose à l'école, dont on dispose dans la classe, des facteurs culturels, institutionnels et interpersonnels. Alors, une fois qu'on a regardé ces éléments-là contextuels, bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que Mishra a bonifié son modèle, justement parce que c'est une critique qui lui était fréquemment adressée, où on disait, bien, vous ne précisez pas ce qu'est le contexte. Alors, dans une version de 2019, donc, qui est plus récente, ils ont identifié, ils ont clairement mentionné que maintenant, il y avait des connaissances contextuelles qui nomment par des connaissances X et que ces connaissances traitent, donc, encore une fois, de facteurs personnels, pédagogiques, la disponibilité du matériel et des politiques institutionnelles notamment. On comprend qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs aussi dans ces connaissances contextuelles. Un autre concept très important quand on s'intéresse aux pratiques techno-pédagogiques des enseignants, c'est de regarder leur pratique d'enseignement. Qu'est-ce qu'une pratique d'enseignement? Une pratique d'enseignement témoigne des choix, des prises de décision qu'un enseignant fait avant la prestation en classe, pendant la prestation en classe et après aussi la prestation en classe. Donc, l'enseignant
avant planifie une séquence d'enseignement et appuie ses choix par son expérience, notamment personnelle. Et ensuite, quand il va arriver pour faire vivre la séquence en classe avec les élèves, il va devoir, parce qu'il arrive plein d'imprévus, va devoir réajuster ses choix et prendre des décisions sur le moment. Et à la phase post-active, alors là, c'est le moment où il fait l'objectivation de la séquence et du déroulement de la séquence en classe. Dans le cadre ici de la présentation, Alexandre va vous présenter des résultats en ce qui a trait à la phase active. Donc, les pratiques de l'enseignant en cours avec les élèves en classe. Finalement, si on résume le cadre de référence que je viens de vous présenter, je vous ai parlé des pratiques d'enseignement, je vous ai parlé des outils numériques, et c'est ce qui nous donne les pratiques technopédagogiques dans un contexte d'enseignement des sciences et technologies au primaire. Évidemment, tout ça à la lumière du modèle TIPAC, parce qu'on s'intéresse aux connaissances qui sont mobilisées par les enseignants à la phase active de l'enseignement. Les objectifs maintenant, ça nous amène aux objectifs suivants, donc d'identifier les connaissances mobilisées dans les pratiques technopédagogiques d'enseignants du primaire à la phase active, à la lumière du modèle TIPAC, évidemment. Et ensuite, en discussion, Alexandre va vous amener sur des liens qui existent entre les pratiques technopédagogiques des enseignants et des éléments de contexte en sciences technologies. C'est important de rappeler ici que le contexte, il est double, puisque le contexte concerne l'enseignement des sciences technologies, évidemment, mais le contexte est aussi numérique. Donc, il est à deux volets, le contexte, dans le cadre de la thèse. Concernant les aspects méthodologiques maintenant, c'est une recherche interprétative qui a été, la position épistémologique est interprétative. C'est une recherche qualitative à visée descriptive qui a été menée par Alexandre. Une étude multicas. Alexandre a recruté 5 cas, donc 5 enseignants du primaire qui enseignent à différents élèves d'âge différents et qu'il a interrogé, qu'il a observé. Et c'est de ces enseignants qu'Alexandre va vous parler tantôt. Il y a 2 outils qui ont été utilisés. Le premier, un sondage d'enquête, était uniquement à des fins de mieux connaître les enseignants à qui Alexandre qu'il allait côtoyer, qu'il allait observer, qu'il allait interroger. Alors, ce sont des questions plus d'ordre concernant leur expérience professionnelle, leur formation, le temps qu'ils utilisent, les outils numériques en classe, par exemple, quels sont les outils qu'ils utilisent avec les élèves, à quelle fréquence, etc. C'était pour permettre à Alexandre d'avoir une idée globale de l'enseignant, de son portrait, avant même d'aller le rencontrer et de l'observer. Et finalement, à la phase active de l'enseignement, c'est des observations de terrain qui ont été faites. La méthodologie, concernant l'analyse des données, bon, sans grande surprise, on a analysé les données à la lumière du modèle TIPAC et à la lumière de chacune des intersections de ce modèle-là. Alors, vous voyez, on a le T, on a le TP, le TC, le PC et le TPC. Alors, Alexandre a classifié toutes les données d'observation à la lumière de ces catégories. Le tout a été analysé avec InVivo, un logiciel d'analyse qualitative, la version 12, et le double codage qui a été appliqué, qui a été fait sur l'ensemble des données et qui arrive à près de 100%. Donc, ça veut dire qu'on avait un système catégoriel qui était opérationnel, qui était bien défini, bien précis, qui ne causait pas d'ambiguïté et qui permettait à 2 codeurs, finalement, d'appliquer les différentes définitions aux éléments observés, aux éléments, aux unités de sens, sans problème. Alexandre, maintenant, je te laisse la parole pour nous présenter les résultats issus de chacun des cas. Je ne sais pas combien il me reste de temps là, pour me faire signe. C'est un peu difficile à distance, mais bon. Comment? 15 minutes?
Au total. Au total, 15 minutes au total. OK, quand même, OK. Donc, les résultats, comme Sonia l'a très bien dit, il y en a plusieurs. Donc, ça a été quand même difficile de sélectionner les résultats les plus intéressants pour aujourd'hui, mais quand même, je pense qu'on a réussi. Donc, la façon quand je fonctionne là, pour aujourd'hui, je vais présenter 5 cas. Puis, pour chaque cas, ben, je vais faire émerger, en fait, le type de connaissance qui était le plus représentatif, finalement, de notre participant. Donc, on commence avec Manon. C'était ma première participante. Manon, qui enseigne en 4e année, donc auprès d'élèves de 9 ans. Elle a enseigné, dans ce cas-ci, les 5 sens. On est en sciences technologies. Puis elle, Manon, là, elle utilise les technologies en sciences 1 heure à 4 heures par semaine. Donc, elle planifie, prépare son enseignement, consulte différents sites Internet, évalue les applications logicielles. Elle fait plusieurs choses quand même. Et elle adopte aussi plusieurs approches pédagogiques en sciences techno. On parle d'enseignement de grands groupes, de projets, d'enseignement coopératif notamment. Dans ce cas-ci, ce qui a été observé dans la pratique de Manon, c'est vraiment l'émergence de connaissances TPC. Et par exemple, donc je vous donne un exemple à l'écran ici, lors de l'enseignement des 5 sens, Manon, elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de projeter une vidéo au tableau numérique interactif portant sur les 5 sens. Et ça n'a pas été unidirectionnel dans le sens qu'elle a engagé les élèves dans le processus. Ils étaient engagés dans la construction des connaissances autour des 5 sens. Donc, j'ai assisté vraiment à une période d'interaction entre l'enseignante, les élèves et le tableau numérique interactif qui projetait finalement la vidéo sur Internet. D'où la connaissance TPC. On peut passer à l'autre participante. Sonia, s'il te plaît, merci. Donc, Lynn, deuxième participante à ma recherche, qui est en 6e année, âge des élèves 11 ans. La thématique abordée ici, la robotique. Donc, elle, ça l'intéressait beaucoup, la robotique. Puis je pense qu'elle savait aussi que ses élèves étaient très intéressés par cette thématique-là. Donc, encore une fois, entre 1 et 4 heures par semaine d'utilisation des outils techno en sciences techno, tout comme la participante précédente, elle planifie beaucoup avec les outils, prépare son enseignement, consulte des sites Internet, évalue, fait même la gestion de classe, utilise des applications logicielles et tout ça, et opte beaucoup dans ses approches pédagogiques pour des projets. Okay? Beaucoup de coopération, beaucoup de projets, et je vais le réexpliquer tantôt dans la discussion, dans la mesure où dans cette école-là, alternative, l'autonomie était mise vraiment de l'avant. L'élève était mis vraiment de l'avant, était vraiment au centre des apprentissages. Ce qui a émergé de sa pratique, c'est vraiment des connaissances TPC ici. Par exemple, ben, elle a conçu une situation d'enseignement où les élèves devaient faire de la robotique, construire un robot. Elle a arrimé à ça de la programmation à l'aide d'une application qui s'appelle Mindstorm. Donc, les élèves devaient utiliser l'application Mindstorm, construire le robot pour le faire bouger, tout ça. Puis au final, on a assisté à quoi? On a assisté à une recrudescence, en fait, de la motivation des élèves. Donc, la connaissance TPC ici vient du fait que l'enseignante a réussi finalement à susciter l'engagement, l'intérêt et même la motivation des élèves dans un contexte où on enseigne les sciences technologies via la démarche techno. On peut continuer, Sonia? Donc, troisième participante, un autre cas super intéressant, Alice, elle enseigne à 2 niveaux différents. Donc, en 4e, 5e année, ses élèves étaient d'âge 9 et 10 ans. La thématique, les caractéristiques des feuilles. Donc, on voulait en savoir un peu plus. Justement, on était dans la thématique nature, sur les feuilles, tout ça. Donc, elle a l'utilisation des technos en sciences, des outils numériques en sciences technologies, c'est un petit peu moins, donc moins d'1 heure par semaine. Quand même, elle planifie, prépare son enseignement à l'aide des outils, consulte beaucoup de sites Internet, va chercher beaucoup d'informations, de la documentation, tout ça. Et comme approche pédagogique en sciences techno, aime beaucoup travailler en grand groupe par projet, résolution de problèmes et surtout faire de l'investigation scientifique. D'ailleurs, c'est ce qui ressort dans les connaissances mobilisées par Alice, c'est-à-dire des connaissances technopédagogiques. Donc, l'exemple ici, c'est qu'elle voulait que les élèves aillent chercher de l'information sur Internet à partir des moteurs de recherche pour aller chercher justement les caractéristiques des différentes feuilles qui ont été récoltées dans la cour d'école. Mais ça n'a pas super bien fonctionné à ce moment-là. Puis, Alice n'a pas le choix finalement de revenir avec ses élèves et de modeler l'usage justement de ces moteurs de recherche-là pour leur expliquer finalement, c'est quoi un bon moteur de recherche, comment ça fonctionne, comment on fait une bonne recherche par mots-clés. Donc, dans ce cas-ci, la connaissance TP ressort et le C un petit peu moins, donc les sciences techno un petit peu moins, parce qu'il a fallu qu'elle se reconcentre justement sur comment faire une bonne recherche à partir des moteurs. Et voilà, donc elle a mobilisé une stratégie pédagogique ici. On peut suivre Sonia, la 4e. Donc, l'avant-dernier cas, Julie. Donc, Julie, 5e année,
L'âge de ses élèves, 10 ans. Sa thématique, les saisons germination. Donc, encore une fois, moins d'1 heure par semaine, consulte les sites Internet, trouve beaucoup d'informations à l'aide des outils et aime comme approche pédagogique en sciences techno, l'enseignement en grand groupe, le travail en projet, tout ça. Donc, moi, quand j'ai été l'observer, elle, c'était vraiment du travail en projet, en grand groupe. On était beaucoup dans le coopératif. D'ailleurs, c'est pour ça que la connaissance TP a ressorti dans sa pratique. Les élèves ont dû travailler en équipe à partir du iPad, ont dû collaborer autour d'un Google Document. Mais encore une fois, ça n'a pas super bien été, ça a bien été dans l'ensemble, mais à certains moments, ça a été plus difficile. Donc, elle a dû modéliser devant la classe, finalement, comment bien travailler en collaboration à partir d'un outil numérique. Ici, c'était le document collaboratif en ligne qui nécessitait l'utilisation du iPad, d'où la connaissance TP. Et on arrive au dernier cas, le 5e cas, Luc. Alors, lui, Luc enseigne en 4e année, donc des élèves d'âge 9 ans. Donc, lui, c'est un projet d'ingénierie. On était dans une démarche technologique. Les élèves devaient construire quelque chose. Donc, Luc, pour lui, c'est moins d'1 heure par semaine. Donc, il planifie, prépare son enseignement, consulte à l'occasion différents sites Internet, évalue un peu. Et c'est pas mal ça. Ses approches pédagogiques en sciences, c'est beaucoup de l'enseignement magistral et parfois des approches par projet. Ce qui est ressorti de la pratique de Luc dans son cas, contrairement aux autres enseignantes, c'est davantage des connaissances technologiques axées sur le contenu disciplinaire. Donc, dans sa classe, lui, ça a moins bien été, finalement, l'intégration du numérique. Donc, il y avait des plans en tête. Il voulait que les élèves soient plus engagés, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé pour différentes raisons, différents éléments contextuels, justement, qui était bien présent dans son enseignement. Donc, au final, c'est plus lui qui a utilisé les outils numériques, le TNI, pour projeter finalement de l'information à ses élèves sans que les élèves eux-mêmes soient intégrés dans le processus, comme les autres participants que j'ai présentés précédemment. J'arrive maintenant à mes pistes de discussion. Et Sonia, tu peux interagir si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, dans les pistes de discussion, en fait, ce qu'on voulait faire, ce que j'ai fait ressortir dans ma recherche, c'est différents facteurs contextuels, évidemment, qui peuvent venir expliquer ces résultats-là. Puis ce qu'on constate finalement, c'est que il y a 4 grands éléments là, qui ressortent. D'abord, la disponibilité des outils numériques. Il semble que c'est un élément qui est important, mais je n'ajouterais pas juste la disponibilité, mais le fait qu'il fonctionne bien. Donc, dans le cas d'Alice, son tableau numérique interactif, le côté tactile ne fonctionnait pas bien. Donc, ça pouvait influencer justement sa façon de travailler avec les outils numériques. Puis justement, elle était obligée de travailler dans un autre local. Donc, ça a nécessité l'appropriation de son côté et du côté des élèves, une nouvelle appropriation, si on veut, des outils numériques. Donc, ce n'était pas étonnant finalement qu'elle ait eu besoin de faire de la modélisation. Du côté d'un autre acteur. Alexandre, Oui, vas-y, Sonia. Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que mercredi, moi, j'ai assisté à des présentations où on a parlé de formation à distance en temps de COVID. Et donc, c'est vrai aussi, de mobiliser des connaissances TPC, là, être dans l'intersection du modèle TPAC, quand on fait de la formation à distance et que nos étudiants n'ont pas les outils nécessaires, ou comme nous, comme enseignants, on n'a pas nécessairement les outils nécessaires, bien, c'est très difficile de se situer à l'intersection du modèle. Et donc, bien, ça va avoir une incidence forcément sur les activités pédagogiques qu'on va proposer à nos élèves. Voilà. Tout à fait, Sonia. Puis on le voit, là, comme tu dis, dans la formation aussi. Un autre élément, l'intérêt pour le numérique. Donc ça, je sentais, bien que les enseignants étaient super intéressés à participer au projet de recherche, je sentais que l'intérêt pour l'intégration du numérique, c'était à géométrie variable. Et justement, mon hypothèse, l'hypothèse que j'avais dans la tête, c'est un peu concrétisé, surtout dans le cas de Luc, où ça se manifestait par une planification peut-être un peu moins rigoureuse de l'intégration du numérique, contrairement à Lynn, par exemple, qui, elle, a vraiment bien planifié. Donc, tout l'intérêt, tout le temps mis sur l'intégration pouvait jouer sur les connaissances qui se manifestaient. J'ai presque fini. Il y a la culture institutionnelle comme 3e facteur qui pouvait jouer aussi. Je reviens avec Lynn, qui, elle, était dans une école alternative, donc c'est une pédagogie freinée. Donc, c'est sûr que l'élève était au centre des apprentissages, très autonome. Donc, les outils étaient dans leurs mains. Donc, la connaissance TPC ici, c'était pas surprenant finalement que ça ressorte. Là, on s'attendait un peu à ça.
Puis enfin, il y a le dernier facteur, le sentiment de compétence des enseignants. Donc, il y a des enseignants carrément qui disaient au début de la recherche, dans le sondage notamment, qui se sentaient peut-être plus ou moins compétents, alors que d'autres, il y en avait qui se sentaient beaucoup plus compétents. Puis, au final, on pouvait faire quelques liens justement entre ce qu'on a pu observer dans leur pratique d'enseignement, puis ce qu'il y avait déclaré en amont dans le sondage. Pour conclure, donc, je pense que, comme vous pouvez le constater, j'étais vraiment du côté de l'enseignant ici. C'était vraiment un des objectifs de la recherche. Je pense qu'il pourrait être intéressant maintenant d'aller du côté des élèves. Donc, de voir jusqu'à quel point les connaissances mobilisées dans les pratiques technopédagogiques peuvent impacter cette fois-ci les apprentissages en sciences technologiques. Donc, aller voir de ce côté-là, je pense que ça peut être intéressant. Puis, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence aussi l'importance de la formation initiale et continue. Donc, d'ajouter le volet technopédagogique à la formation didactique, d'amener les enseignants à penser comme le modèle TIPAC, d'avoir le réflexe d'arrimer les 3 grands ensembles de connaissances et de faire fi aussi, de considérer en fait les différents facteurs qui peuvent venir influencer les connaissances qu'on va mobiliser dans la pratique pour atteindre des pratiques qui sont réussies et durables. C'est vraiment ça l'idée. Peut-être pour terminer, j'ajouterais que la formation technopédagogique, quand on parle de formation initiale des enseignants, la formation technopédagogique doit être transversale et devrait être abordée dans tous les cours, que ce soit en didactique des sciences, didactique du français, didactique des mathématiques, et non pas réservée uniquement à une spécialité ou à un cours là, prévu dans tout le parcours scolaire des futurs enseignants. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Alexandre. Merci. Merci à vous deux. Y a-t-il une question dans la salle? Dans un contexte souligné par un certain nombre d'académies des sciences, il y a une désaffection dans un certain nombre de pays pour les carrières et les études scientifiques. Est-ce que les compétences technopédagogiques ont, d'après vous, une influence sur cette évolution positive ou négative? Alexandre, peut-être. Oui, OK. En fait, justement, je pense qu'il faut favoriser déjà très tôt, très, très tôt dans la formation des élèves, il faut favoriser une approche technopédagogique qui considère l'arrimage entre les 3 pour donner du sens finalement à l'enseignement, pour donner du sens aux apprentissages. Donc, je pense que oui, si déjà les enseignants prévoient une utilisation efficace des outils puis amènent les élèves à voir que hey, ça peut être intéressant de faire des sciences à partir des outils numériques, puis ça va accroître l'engagement, la motivation, je pense qu'à long terme, ça va juste favoriser l'intérêt pour aller dans ces domaines-là. Ça va mousser l'intérêt pour utiliser les outils numériques. Puis on ne peut pas faire fi de ça. C'est l'avenir. Donc, combiner les deux très tôt, donner de la pertinence, de la cohérence, je pense que oui, ça peut être gagnant en fait. Merci infiniment. Merci à vous deux pour cette présentation très intéressante. Merci. Je